Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette table ronde motivée par l'installation de la nouvelle exposition Support Surface, actuellement visible au Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art de Luxembourg, et ce jusqu'au 23 février 2025. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons pour débattre, partager, mais aussi explorer les questions centrales de ce mouvement qui a atteint son apogée dans les années 70. Nous avons le privilège de compter parmi nous M. Noël Delat, artiste majeur du mouvement Support Surface, reconnu pour ses explorations innovantes des matériaux et des formes artistiques qui ont marqué cette période artistique de l'avant-garde en France. Mais également M. Bernard Cesson, galeriste de renom, directeur de musée, conservateur et historien de l'art, apportera sans doute à notre débat une expertise précieuse sur la promotion, la diffusion du mouvement Support Surface depuis ses débuts. Sa connaissance approfondie du mouvement et plus généralement de l'histoire de l'art contemporain enrichira sûrement nos échanges. Notre directeur du MNAHA, M. Michel Polfer, est présent également avec nous pour nous partager son expérience et sa vision quant à la présentation et la conservation des œuvres du mouvement Support Surface au sein de l'institution muséale nationale du Luxembourg. Et nous accueillons également Madame Marie-Paul Feyereisen, artiste éminente qui a représenté notamment le Luxembourg à la Biennale de Venise 1990. Collectionneuse passionnée, également ancienne professeure d'art, elle a bénéficié de l'enseignement précieux de l'artiste Daniel Dezeuze à Paris 1 entre 74 et 78, période durant laquelle elle a développé une approche artistique unique et influente. Et moi-même, Nicolas Martens, je serai votre médiateur, modérateur, chargé de garantir le bon déroulement et l'équité des échanges autour de cette table ronde qui, comme nous le savons, est propice au débat, à l'instar des assemblées du roi Arthur. Alors, pour rentrer directement dans le sujet, en quelques mots, comme je l'ai mentionné, l'exposition Support Surface est visible au musée jusqu'au 23 février de l'année 2025. Ce mouvement d'avant-garde français du XXe explore les possibilités offertes par les matériaux bruts, les techniques non conventionnelles. Il ne se limite pas à la peinture, incluant également des structures, des installations. Il est né d'une volonté de rejeter le formalisme propre au marché de l'art. Le mouvement prône donc une démocratisation des propositions artistiques, questionnant les structures de pouvoir et libérant la peinture de ses contraintes institutionnelles. La première question qui se pose naturellement, après avoir décrit ses caractéristiques, est de savoir quel est l'héritage que le mouvement Support Surface a-t-il laissé à ce jour. Et pour répondre à cette question, je vais céder la parole à M. Polfer, directeur du musée, afin qu'il nous explique brièvement les prémices et les motivations derrière la constitution de cette impressionnante collection aujourd'hui. Merci. Je me rappelle le jour le soir du vernissage, j'étais là avec M. Viala en face de l'œuvre, de son œuvre magistrale qui est au mur là. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est très bien ce que vous faites là, mais vos œuvres sont accrochées bien trop haut. Il faut mettre ça à ras le sol. On ne veut surtout pas de sacralisation des œuvres. Ce n'est pas conforme à l'esprit Support Surface. Donc j'avais déjà ma douche le soir du vernissage. Non, je plaisante. Quelles ont été les raisons de constituer cette collection? Eh bien, je crois que cela a procédé d'un choix stratégique. Quand je suis arrivé au musée, on a fait un petit peu le tour des collections existantes. Et ceux qui connaissent nos collections savent qu'il y a en fait deux grands moments dans cette collection. Il y avait deux grands moments, il y en a trois maintenant. Il y avait la collection Abstraction lyrique, constituée dès les années 50, et la constitution d'une collection d'art contemporain en 1957. Nous avons aujourd'hui une collection de 120, 130 œuvres, dont vraiment des œuvres importantes. Une deuxième phase a été le développement fin des années 80, années 90, début des années 2000, de notre collection Figuration narrative. Et là aussi, nous avons, je trouve, une collection assez bonne, au point que les grands musées français nous demandent des prêts pour des rétrospectives des artistes majeurs de ce mouvement. Donc, il était clair que la collection était centrée sur la peinture d'après-guerre française. Maintenant, que faire? Il était impossible de continuer à collectionner ces deux mouvements-là. D'abord, on avait déjà des bonnes collections, et puis les cotes des artistes majeurs de ces deux mouvements
ont atteint des sommets que le musée et son budget d'acquisition ne permettaient plus de suivre. Et donc, on s'est dit, il faudrait peut-être renforcer les forces, rester dans la peinture française d'après-guerre et se lancer dans une collection du troisième mouvement d'avant-garde, donc support-surface, à un moment où les œuvres restaient encore accessibles à nos budgets. Je crois que la collection telle qu'elle est là aujourd'hui, on ne pourrait plus la constituer. La deuxième raison stratégique, c'est qu'on voulait aller, et c'est peut-être contradictoire à première vue, on voulait développer la collection vers d'autres médias que la peinture classique. Et on a développé, entre autres aussi, notre collection de photographies à partir de la collection Steichen. On a développé un petit peu la sculpture, on a essayé de développer donc un peu d'autres moyens d'expression que la peinture. Et support surface, tout en étant un mouvement de peinture, et vous le voyez, permettait de faire un pas aussi dans cette direction-là. Et ça, je crois que ce sont là les deux prémices de départ. Ensuite, a-t-il fallu trouver les œuvres, rencontrer les artistes et les galeristes qui nous ont beaucoup aidés dans la constitution de cette collection. À nous seuls et sur le seul marché libre, c'est-à-dire les ventes publiques, cette collection telle qu'elle est là n'aurait pas pu être réunie en si peu de temps et avec les moyens dont on dispose. Voilà donc en quelques phrases, peut-être en résumé, les choix stratégiques qui sont derrière. Il y a bien sûr aussi des choix esthétiques, mais je crois qu'on va aborder ça dans une deuxième phase. Très bien. Merci pour cette intervention. Les détails sur la création de la collection sont disponibles dans le livre qui a été publié à l'occasion de l'exposition, qui est accessible à l'accueil du musée. Alors, en fait, on connaît également les codes des artistes support surface aujourd'hui. Monsieur Delat, justement, après avoir entendu aujourd'hui, par exemple, aussi les difficultés financières qu'aurait le musée à se constituer une collection support surface, que pouvez-vous nous dire à ce sujet, sachant que ce mouvement visait initialement à remettre en question les conventions économiques et institutionnelles de l'art, quand on voit aujourd'hui les cotes que certains artistes revêtent? Les œuvres de gens de notre génération, qu'ils soient américains, anglais ou allemands, belges, italiens ou suisses, etc. Je pense que ça commence à devenir un peu plus sérieux, mais pour l'instant, ça reste encore, je crois, relativement accessible, malgré tout, à notre grand désespoir, bien entendu. Parce que l'objectif, c'est que ce soit le plus cher possible, dans le meilleur des mondes possibles. Donc il faut bien rigoler, mais on n'a peut-être pas réussi à faire ce que l'on pensait pouvoir faire à l'époque, c'est-à-dire on était quand même extrêmement naïf et puis utopiste. Mais si on n'est pas utopiste, ce n'est pas la peine d'essayer de faire de l'art. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux répondre. Alors, Monsieur Cesson, vous avez largement contribué à la promotion et la diffusion du mouvement dès son émergence. Pouvez-vous nous parler de l'importance historique de Support Surface et de votre expérience personnelle avec ce mouvement? C'est une histoire très compliquée. Je voudrais dire tout d'abord que je rejoins tout à fait ce que vient de dire Noël. Ils ont été utopistes. Pour changer le système économique, ils ont bien compris qu'il fallait faire quelque chose de radical. Et un certain nombre d'entre eux, pas Noël, pas Viala non plus, se sont associés à toutes les utopies les plus navrantes, c'est-à-dire à l'idée que pouvait se faire en France une sorte de grande marche et dépasser
le marxisme des communistes, ou plutôt les marxismes des communistes, par l'entrée dans un maoïsme régénérateur. Ils se sont gentiment plantés, c'est évident. Mais il le fallait. Je ne suis pas de ceux qui contredisent les artistes qui ont manifesté leur maoïsme avec une grande, comment dirais-je, une grande élégance, parce que tout ça s'est fait dans un milieu parisien, n'est-ce pas, Noël, aux alentours des éditions du Seuil, de la revue telle qu'elle, et surtout sous la haute direction d'un écrivain quand même majeur qui s'appelle, ou qui s'appelait, je ne sais pas d'ailleurs, tiens, subitement j'ai un trou de mémoire, Philippe Solers. Et Marcelin Plenet. Marcelin Plenet, qui était un ami, et je considère comme un critique d'art très important, et dont le premier livre qui a fait date, qui a chamboulé complètement les écoles d'art, s'appelait L'enseignement de la peinture. Ça, voilà. Pour l'économie, rajouter quelque chose, je pense que malgré tout, le marché français, les galeristes français, les musées français et les artistes aussi sont responsables de ce que dénonce Noël avec juste titre, c'est quand même l'écart, comme on dit maintenant, hein. Quand on parle de l'économie, il y a du différentiel entre l'Allemagne et la France. C'est saisissant. Je prends un exemple. 3 artistes nés, dont 2 sont nés en 1938, l'autre est à peu près né dans les mêmes eaux. C'est Franck Stella, Claude Viala et Daniel Buren. Bon, un Stella des années 70, pas un Stella d'aujourd'hui. Non, ça ne vaut pas grand-chose, un Stella d'aujourd'hui. Enfin, pas grand-chose. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas cher. Mais un Stella des années 70, ça vaut 12 millions. Un Viala des années 72, maintenant... N'énonce pas de chiffres. Non, je n'énonce pas de chiffres. Alors, je n'énonce pas de chiffres. Mais c'est très faible. Voilà. C'est très faible. Alors, et Daniel Buren, alors, je ne devrais pas le dire comme ça, mais Daniel Buren, c'est beaucoup plus cher. Mais enfin, c'est ce qu'il dit. C'est insignifiant. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens d'une petite anecdote où j'étais à côté du marchand, du galeriste de Daniel Buren. Je lui ai demandé combien il vendait son Daniel Buren. Parce que nous, on avait un très beau Viala, qui est toujours d'ailleurs dans la collection de Claude. Et ce marchand, dont je ne donnerai pas le nom, m'a dit, écoute, à 11h, c'était 800 000, à midi, c'était 900, et maintenant, je viens de recevoir un SMS, c'est 950. On est loin quand même des prix de Stella. On est loin des prix de Stella. Voilà, il faut se dire que le jeu économique, on peut penser, moi j'ai entendu trop souvent, et Noël aussi, que l'art, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Si quelqu'un ici est un historien de la peinture ancienne, alors qu'il m'en fasse la démonstration que là n'a jamais été lié à l'argent. Je voudrais bien savoir, je ne l'ai pas plus en tête, ce que Isabelle d'Este était prête à donner à Léonard pour avoir un tableau de Léonard. C'était pas 3 francs 6 sous. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle le soft power. La France a eu un soft power très fort. Nous avons abondé le marché américain à partir de l'exposition de l'Armory Chauve. Et puis,
en 64, tout ça s'est arrêté à cause du général. En France, quand on a dit général, tout le monde sait qui c'est. C'est le général de Gaulle qui a sorti la France de l'OTAN. Dès l'annonce de la sortie de l'OTAN, le marché des artistes français aux États-Unis s'est effondré. Peut-être à juste titre. Moi, je suis un fan de la peinture américaine, parce que la peinture de ces années-là, en 64, la peinture française de ces années-là, à part quelques individus, alors, moi, je n'en pouvais plus de cette peinture française, et subitement sont arrivés les gens de support surface. Voilà. Très bien, merci. J'aimerais rajouter que vous avez également tout un texte rajouté par M. Bernard Cesson dans le livre de l'exposition, où il explique justement la genèse du mouvement, les différents événements justement qui ont fait la création du mouvement que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à Madame Feyereisen. Alors, bien que vous ne soyez pas directement associé au mouvement Support Surface, vous avez bénéficié de l'enseignement de l'artiste Daniel Dezeuze, qui fait partie du mouvement, entre 1974 et 1978. Alors, comment votre propre approche artistique a été influencée justement par ce professeur? C'est-à-dire que moi, j'ai continué à travailler comme d'habitude. Est-ce que ça marche? Je me suis pas trop, j'étais pas trop consciente de ce que je faisais, malgré le fait que j'ai passé une année chez Daniel Dezeuze et aussi Claude Viala, qui était invité à la présentation de la fin des travaux pour avoir l'unité de valeur. Et donc, mais ce n'est que quelques années après, et maintenant avec votre invitation, avec l'invitation du musée, merci pour ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, en replongeant dans les textes, en allant à la bibliothèque pour me remémoriser tout ça, parce que bon, ça fait quand même quelques décennies, et donc je me souviens presque de rien, mais je me souviens encore de ce moment avec Daniel Dezeuze et Claude Viala à Paris 1, Saint-Charles, dans le 15e arrondissement de Paris, donc. Et c'était quelque chose de tellement surprenant pour moi que ça a laissé des traces, quoi, finalement, dans mon travail. Parce qu'en regardant à travers le filtre de support surface, de ces théories, de ces travaux, de ces propositions artistiques qui vont bien au-delà de l'artistique, justement, qui sont placées dans le réel, dans le contexte, et qui mettent qui sont un regard critique sur la tradition, pour renouveler, aller de l'avant et tout ça. Enfin, c'est que j'ai vu que dans mon travail, par exemple, il y a plusieurs accroches possibles par rapport à support surface, notamment les travaux, les réactivations de travaux, donc dans la durée, d'une évolution d'un travail rhizomique presque dans la durée sur 10, 20 ou 30 ans, qui m'a vraiment éclairée par rapport à mon propre travail. Donc j'ai trouvé un lien entre différents travaux, comme les carrés monochromes, par exemple, comme le catalogue de la collection d'autres artistes, une centaine d'artistes avec lesquels j'essaye de travailler, pas en groupe, mais chacun pour soi, et après faire des expositions collectives avec des thématiques différentes. Là, récemment, on était à Venise 2023, sauf que le Centre culturel européen de Venise nous avait invités à partir de 2021. Donc, 2022, nous sommes allés préparer l'exposition. En 2023, j'ai eu des problèmes privés qui ont fait que je ne pouvais plus payer le budget demandé par le Centre culturel pour la location de l'espace. Après, nous sommes revenus en 2024, en mai 2024, parallèle à la Biennale d'architecture, et nous avons fait une installation performance à 4
sur une place publique. Donc, nous avons inauguré un certain off de la Biennale d'architecture en 2023. Maintenant, en 2024, en septembre, on va aller à Venise récupérer des travaux, un parasol et puis des lithographies, et aussi la couve du catalogue de la collection sous verre, qui vont être exposés dans une chambre d'hôtel, une espèce d'hommage à Hans Ulrich Obrist, mon ex-voisin à Paris aussi. Et donc, comme ça, on a des espèces d'arborescence. C'est un travail sur des générations, enfin, dans la société, sans début ni fin. Donc, c'est quelque chose d'assez extravagant, je trouve. Et donc, voilà, c'est là où j'en suis en ce moment. Très bien. Une autre question. Monsieur Delat, comment est-ce que vous réagissez justement en voyant que, bon, initialement, vous utilisiez des matériaux bruts, non conventionnels dans votre art, enfin, je veux dire l'ensemble des artistes du mouvement, certains, comme des bâches, des filets, etc. Comment est-ce que vous réagissez au fait qu'aujourd'hui, ce sont des choses qu'on voit de plus en plus dans les créations contemporaines? Je pense notamment également aux échelles. Qu'est-ce que ça vous fait? On peut être un peu, parfois, c'est un peu intriguant, parce que souvent, on voit des choses qui s'apparentent à ce que l'on a essayé de faire, mais souvent, c'est fait d'une manière un peu plus aimable. Et puis, comme si les gens n'avaient pas pris bien en compte l'ensemble de ce que ça représente dans la pratique. C'est-à-dire que souvent, c'est pas, je ne vais pas dire dans l'imitation, mais c'est dans... pardon, merci. C'est voilà, des choses qui ont été vues, pas forcément bien comprises ou bien analysées, et qui sont un peu adoucies, et où on y met ce qui peut plaire à la bourgeoisie. Je vous donne un exemple. Lorsque je fais un étendoir aux serpillères, je tiens à ce que ce soit des serpillères qui soient neuves, que j'emploie, parce que la charge du mot serpillière, de son utilisation, de sa fonction, est déjà suffisamment grande pour que je n'y rajoute pas d'autres affects, mes affects par exemple. Lorsque je peins, en général, et pratiquement toujours, c'est une peinture en aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préconstruction ou d'idée préconçue de ce que doit être la peinture ou de ce qu'elle va devenir. C'est la pratique qui guide l'ensemble des gestes qui constituera la peinture et non pas le tableau. C'est-à-dire que c'est le refus, par exemple, du face-à-face. Le refus du face-à-face au tableau. On avance, on recule. Par exemple, quand je peins une tarlatane, actuellement, que je vous montre un plan, mais j'ai peint un cylindre par trempage. Donc c'est un cylindre qui est trempé une fois, mis à sécher, déroulé, regardé, mémorisé, reroulé, retrempé, déplié, mis à sécher, déplié, regardé, etc. Donc il y a un travail à la fois sur la mémoire, mais je n'ai toujours peint qu'un cylindre. Je n'ai travaillé que sur un cylindre, et ce que je donne à voir, c'est un plan. De même que lorsque je suis dans une autre série qui est la série, par exemple, des snipers, les gens peuvent penser parfois, quand ils passent vite devant la peinture, c'est-à-dire qu'ils ne la regardent pas, que c'est un paintball. Mais si on regarde, on s'aperçoit très vite que c'est impossible, que les tâches qui sont là sont des tâches précises. Et en fait, elles sont assez précises parce qu'elles réfèrent à un titre qui est déjà lui-même un signe très précis des raisons pour lesquelles je peins de cette manière-là. Et cette peinture, elle est d'abord, je fais d'abord un corps peinture, c'est-à-dire que je fais une peinture qui doit être en soi finie. Et c'est quand je l'estime finie, c'est-à-dire que j'ai mis mes taches de couleur
comme n'importe quel peintre sur sa palette et sur son tableau. Et que là, un jet d'air d'environ 10 bars de pression éclate cette peinture. C'est-à-dire que je crée un corps, c'est une métaphore, un corps peinture qui est explosé comme le sniper explose un corps à 3 km de là, un corps qui n'entendrait même pas le bruit de départ du coup de fusil, parce que la balle va plus vite que le son. Donc il y a tout ça qui est en jeu, il y a tout ça qui est raconté quelque part, qui va être raconté par les autres, mais dans la pratique de la peinture, il y a un moment donné où, en effet, ce qui va résulter et être montré n'est jamais ce que je peux prévoir ou organiser dans le même type de rapport que la peinture depuis la Renaissance. Donc c'est ça qui est essentiel. Et on voit beaucoup de jeunes artistes qui se servent de support surface en le vidant de ses intentions à la fois politiques et économiques, parce qu'en fait, c'est un rapport politique à l'art qui est en jeu, même si, bien sûr, j'ose dire que je voudrais que ce soit beaucoup plus cher. Non pas parce que je suis pingre et que je veux gagner plus d'argent, mais simplement parce que dans la société où l'on vit, il est nécessaire de passer par l'argent. Il est impossible de ne pas passer par l'argent. Il est impossible de ne pas passer par l'argent et que cet argent devient une valeur à la fois pour le public, pour l'artiste, et aussi parce que cet argent, il permet des choses, cette valeur argent permet des choses, nous autorise des choses. Un artiste, par exemple, il ne peut penser qu'à la hauteur de ses moyens. Et c'est vrai que quand on pense Stella, moi personnellement, j'ai un assistant 3 fois par semaine le matin, ça me suffit amplement, je ne voudrais pas en avoir plus. Mais quand j'ai un grand projet, si j'ai un grand projet, ce grand projet, il ne peut exister qu'à la condition que des moyens soient mis en œuvre. Sans ces moyens-là, il y a des choses qui sont impensables. Par exemple, j'expliquais toujours à mes étudiants que quand on peint un tableau d'1 mètre sur 1 mètre avec une épaisseur de 2 cm et qu'on passe à un tableau de 2 mètres par 2 mètres, on ne multiplie pas par 4. Ce n'est pas simplement au carré. C'est au carré, mais c'est au cube, puisque c'est l'épaisseur sur 1 mètre d'1 centimètre. Elle doit être élevée au cube pour faire un tableau de 2 mètres sur 2 mètres, ce qui veut dire qu'on va passer d'1 kilo de peinture à X kilos de peinture, c'est-à-dire qu'on va multiplier ça au cube. Donc tout ça nécessite de l'argent, et pareil pour la sculpture. On ne peut penser la sculpture à un moment donné que par rapport à des moyens économiques, dans un monde, en effet, qui est quand même un monde capitaliste et dont on ne peut pas s'extraire. Alors, je vais rebondir, parce que vous avez vraiment parlé de toute la symbolique derrière le geste qui soulève, enfin, qui est à la base de ce mouvement. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter là-dessus, monsieur Cesson? Ce que je viens d'entendre là, c'est une très bonne leçon d'histoire de l'art. C'est-à-dire, c'est un point de vue qui permet de revoir toute la tradition de la peinture occidentale et qui défait complètement, par exemple, mais il y a tellement de choses à dire. Ça, ce que vient de dire Noël, ça occuperait une année de cours. On vient d'avoir là, par exemple, une analyse très forte qui montre que les Français ont été... Mais attention, ça n'est pas... Moi, ce que je viens de dire là, ça n'est pas nationaliste et patriote. Mais il y a des clivages, il y a des marchés différents, il y a des situations concurrentielles. Il est évident qu'il y a une concurrence entre des ateliers, pour parodier André Chastel, du grand atelier occidental. Ce que dit Noël à propos des snipers,
il est en train de décrire une narrativité abstraite, c'est-à-dire faire de la peinture qui dit quelque chose en inventant une autre ekphrasis, qui n'est pas simplement la description terme à terme, ou que l'on a voulu faire terme à terme, à partir de la formule célèbre ut pictura poesis. Ça n'est pas ça, c'est autre chose que l'on rencontre chez un certain nombre d'artistes au même moment. En même temps, quand je l'entends décrire, par exemple, comme il l'a fait tout à l'heure, des matériaux, comme s'il posait des questions, c'est ce que vous trouvez dans l'histoire de l'art. Est-ce que vous trouvez, par exemple, je relisais récemment des textes, si vous lisez les textes de gens qui étudient les sociétés primitives, ils posent des questions, comme l'a fait Noël. Si Marcel Mauss ou Lévi-Strauss, quand ils décrivent, ou Descola plus récemment, c'est un auteur qui fait un travail absolument étonnant actuellement, vous posez une question sur pourquoi on utilise telle et telle chose, tel et tel outil. Comment ça se passe en utilisant cet outil? Et ce qui va résulter va être quelque chose qui devient partie intégrante du comportement d'une société et qui va être révélatrice de sa culture et de son imaginaire symbolique. Donc, à partir de là, on embraye, se construit quelque chose, des jeux d'association qui font que l'art n'est pas l'anthropologie, n'est pas une histoire d'un artisanat, mais se collecte avec tout ça et avec des théories artistiques. On a, mine de rien, entendu une théorie artistique qui donne le primat à la pratique. Et la théorie découle de la pratique, ou plutôt découle dialectiquement de la pratique. Ce qui entraîne, évidemment, le jeu, si vous avez fait de la philo, avec le politique. Et c'est étonnant, c'est cette force-là qui fait que ce que Noël disait à propos des suiveurs, de ce que Ben appelait la 36e génération support-surface, ils édulcorent, ils retiennent des effets de manière. Et quand je dis des effets de manière, je ne suis pas un critique du maniérisme. Le maniérisme n'est pas une déconstruction du classicisme, ni même une espèce de volonté de distinction. Encore que, il y a une volonté de distinction qui apparaît plus fortement parce que quand le maniérisme apparaît, il y a un peu plus de libéralisme, entre guillemets, et de conditions pour les artistes qui ne se prennent pas encore à l'époque comme des génies romantiques. Ça, c'est autre chose. Ce que dit Noël, c'est d'ailleurs la sortie de cette vision de l'artiste, vous savez, tout seul dans son coin inspiré et qui, dans sa mansarde, peint des tableaux. Noël insiste aussi sur un fait qui est absolument remarquable et qui n'a pas cessé d'être tout au long du XXe siècle, c'est que comme les artistes du Moyen-Âge ou de la Renaissance, quand on décide de faire un grand travail, il faut des assistants. Et à ce moment-là, il y a une contradiction qui a bien été abordée par Support Surface dans un des premiers textes de peinture cahier théorique. D'ailleurs, ce texte a été fait par Louis Kahn, Marc Devad et Daniel Dezeuze. C'est le texte « Qu'est-ce qu'on fait quand on peint ? Combien ça vaut ?
et ils imaginent, ils se posent une question terrible, les artistes, c'est combien puis-je me payer? Ils ont une conscience de classe qui est très marxiste. Tout à l'heure, Noël parlait de l'argent. Quand je l'ai entendu parler de l'argent, je disais, tiens, je suis où? Dans un texte de Marx. Et je suis dans un texte de Marx. Et il y a, j'oublie son nom un instant, un garçon qui écrivait dans Tel Quel, qui a écrit un très beau livre d'ailleurs sur les accrochages, et qui a parlé de l'argent et qui régit absolument tout le système social. Donc, il y a ça qui intervient, Noël pose une question qui renvoie à Marx, et en même temps, il ne met pas l'esthétique de côté. On a dit que Marx n'a jamais dit qu'il y avait une histoire de l'art, n'a jamais dit qu'il y en avait une, n'a jamais dit qu'il n'y en avait pas une, mais il a été conscient de ce qu'il y a d'enjeux économiques dans la création artistique. Donc tout ça, c'est chez Noël Dolla, dans ce qui vient d'être dit. J'oublie des choses, j'ai fait un petit saut là parce que j'ai escamoté pas mal de choses, mais son texte, magnifique. Ce qu'il vient de dire, c'est magnifique. Voilà. Je ne dis pas ça parce que c'est un ami. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous, Monsieur Pulfer. Vous soulignez tout à l'heure la volonté du musée d'élargir les collections à des nouveaux médias. Et par exemple, ici, on voit autour de nous des œuvres telles les échelles souples ou les filets de Seytour ou de Viala, ainsi que les pliages d'Armal, par exemple. Comment est-ce que vous envisagez la conservation de ces œuvres au musée? Écoutez, pour support surface, c'est simple, ça se plie et ça se stocke en... Non, je rigole. Il faudrait demander à nos restauratrices ce qu'elles en pensent. L'échelle ici, extrêmement fragile, a coûté beaucoup de travail, de conviction à Ruth, Alice et à moi pour qu'elle soit là, en plein milieu de la salle. Bon, normalement, il n'y a pas les cordes autour, donc elle est vraiment libre. Non, bien entendu, ça pose des questions, mais ces questions se posent pour toutes les œuvres artistiques de nos collections. Je ne dirais pas qu'il y a des problèmes de conservation particulièrement importants pour Surpass par rapport à d'autres mouvements artistiques. Et en termes de stockage, mes restauratrices me disent toujours continue à acheter support surface, ça se plie, ça se stocke facilement et ça ne bouffe pas trop d'espace. Donc, non, je rigole, mais je pense que la conservation de ces œuvres n'est pas plus compliquée que la conservation d'œuvres artistiques en général. Voilà. Oui, bien sûr, mais il y en a aussi pour d'autres mouvements. Donc ça, c'est très simple. C'est une partie d'œuvres qui a peint des œuvres avec des colorants mordants. On a tous fait ça à un moment. Toi aussi, tu as fait ça. Et parce que c'était un peu casse-pied. Parce qu'il disait, si on achète une œuvre, elle passe à la lumière. Par exemple, les bleus de méthylène de Viala. La faculté des sciences, comme on disait naguère, de l'université de Clermont-Ferrand, ils ont délégué trois chimistes et 2 ou 3 physiciens qui sont venus au musée de Saint-Étienne où on avait laissé accrocher une toile au bleu de méthylène, des formes peintes au bleu de méthylène, dans les salles. Et puis, un jour, Viala a dit, mais le bleu de méthylène, il disparaît. Alors, elle a dit, mais c'est quoi? Il considère, parce que Viala considérait que l'œuvre devait dire... Oui, il écrit encore. De sa belle mort. Il écrit encore, parce que j'ai amené des choses de Viala, parce que j'ai lu ça, et il écrit encore, mais... le travail des Vaes, par exemple, c'est le caoutchouc, c'est fait pour disparaître. Les œuvres en général disparaissent, les œuvres se transforment beaucoup. On essaie de les conserver dans le moins pire,
Bon, on ne va pas parler de la sculpture polychrome qui est devenue, au fil du temps, volontairement, chez les cisterciens et autres, qui ont tout blanchi. Et un peu comme on a enlevé la moindre frise aujourd'hui pour être les architectes, ont tous acheté une règle et une équerre. Et avec la règle et l'équerre, ils croient qu'ils font de l'architecture. Non, ils font des boîtes à savon. Mais c'est pas pareil. Mais des boîtes à savon avec du verre. Alors, on fait de l'architecture. Donc on fait une droite et perpendiculaire, et puis on met du verre. Et on a fait de l'architecture. De temps en temps, on fait courber un peu la droite, mais c'est tout, c'est d'une bêtise crasse. Mais enfin, passons. Donc on a tout blanchi, et pour l'art, c'est un peu pareil. Donc les œuvres, elles vivent leur vie. Des gens sont là pour les entretenir, et c'est formidable. Moi, j'ai fait de la restauration de tableaux. D'ailleurs, on apprend beaucoup quand on fait de la restauration de tableaux de peinture. On apprend beaucoup. Et puis, je trouve que c'est important qu'il y ait du travail à faire sur les œuvres. Par exemple, cette échelle de 2 œuvres qui est un emmerdement monumental. Moi, j'en ai une. Je prie tous les jours, chaque fois, mais je l'ai mise dans une boîte et puis je la laisse telle qu'elle est, parce que c'est du bois d'une telle fragilité qui, en séchant, en vieillissant, moi je l'avais tout renforcé derrière comme un bon petit restaurateur qui tient à sa croûte. Bon, c'est une œuvre que je veux transmettre à mon fils et je sais qu'elle est en grand danger. Mais cette fragilité est signifiante. Elle dit quelque chose de ce que l'on a fait, de même que nos œuvres. On a arrêté très vite, parce que moi je ne supportais pas. J'essaie de faire de la peinture qui dure, du ripolin en général, parce que c'est solide, et de la peinture qui dure. Bien, à l'époque, on avait très peu d'argent, que ce soit Viala, moi et quelques autres, et c'est vrai que... et puis on était assez féroces. Et le bleu de Mytilène ou l'éosine, par exemple, qu'on a utilisé. Le rouge, c'était de l'éosine. Et le bleu de Mytilène, moi, j'ai fait quelques œuvres comme ça. Claude aussi. Et puis, c'est vrai que ça disparaissait, mais ça disparaissait au point qu'il n'y avait plus rien. Alors, c'est bien que ça se transforme, mais que ça arrive au néant, ça devient ennuyeux. C'est à la fois pour celui qui le possède, qu'il a acheté ou qu'il a reçu en cadeau, et puis pour celui qui l'a fait, parce qu'il se trouve devant le néant. Alors il y a une néant. La transformation, c'est une chose, la disparition, c'en est une autre. Donc on a très vite arrêté d'utiliser ces pigments faibles. Pour te donner un exemple de la situation, ça vous donne une idée des discussions. Un de mes amis, Jacques Beaufet, pas le nommer, achète une toile de Claude Viala avec, à l'époque, il ne gagnait pas grand-chose, il n'était pas conservateur du musée de Saint-Étienne, il était secrétaire des habits du musée, parce que ça lui permettait de lui donner un petit traitement, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui, on dirait, en dessous du RSA. Ouais. Bon. Et il s'achète un Viala. Et le Viala passe à la lumière. Et il le dit à Claude, je nous revois tous les trois dans la rue. Et Claude, Jacques dit, écoute, non, ma toile, Claude, elle passe à la lumière, bientôt il n'y aura plus rien. Et je sais que la toile doit mourir, ça va le mort, mais là, c'est un peu embêtant. Et Viala lui dit quand même, tu as une réaction bourgeoise. Jacques Beaufet me regarde et me dit, bourgeois, je gagne 500 balles par mois, mais je suis bourgeois. Donc Claude avait traité le problème en disant aux gens qui avaient une toile qui disparaissait, vous me la donnez, soit je la repeins, soit je vous échange avec une autre toile. Et récemment, nous avons échangé une toile des années 70 de Viala, 72, contre une autre toile, et Viala a fait l'échange standard. Donc un petit peu comme Carglass, vous voyez. Mais c'était ça aussi, support surface. Vous ne pouvez pas savoir comment ça a imprégné les esprits. Noël s'en souvient de tout ça. Et c'est intéressant. Et pour la petite histoire, Viala et moi, nous étions, il
y a des années de ça, il y a quelques années, à Beaubourg-Metz. Et ils avaient accroché des grands formats à Beaubourg-Metz, que Beaubourg ne peut pas accrocher. Et ils avaient accroché une toile de Claude qui a 15 mètres de hauteur. Et alors, la toile, elle était impeccable. Plus un pli, elle était repassée. Et alors, Claude et moi, on regarde, il y avait un film sur la pièce, et là, on était morts de rire, parce qu'il y avait des restaurateurs, des restauratrices, qui prenaient ça avec des précautions. C'était hallucinant. Et nous, l'atelier, on y est tous les mois dans l'atelier, Arlette et moi, de Claude, chez Claude, on plie, on déplie, on prend, et tchouc, on jette sur le tas. Et là, et au Macval, quelqu'un qui a travaillé au musée, qui a travaillé à la galerie, a été convoqué par les restaurateurs qui lui ont dit alors, comment repasse-t-on les toiles de Viola? Alors il a dit mais on ne les repasse pas. Et ils étaient en train de les repasser alors que le pli est très important. C'est comme si par exemple, dans la croix de Noël Lola, où il y a des rebicous de toile, quelqu'un les coupait. Il y avait Jean Fournier qui coupait les fils. Là, Oui, Jean Fournier, c'était un peu son genre. Mais moi, il m'arrive aussi, quand il y en a trop, de les couper. Je vais revenir vers vous, monsieur. Mais là, on est dans toute cette question justement de la sacralisation de vos œuvres dans un contexte de musée. Hein, oui, bien entendu, bien entendu. Ça, c'est le symbole même de notre réussite ou de notre grand échec. La question se pose. Mais c'est vrai qu'on voit, on a vu l'expo Tony Grand à Montpellier, par exemple. C'était à Montpellier. Oui. Et en effet, ils ont fait des socles parce qu'on ne peut plus, pour des raisons économiques, de présentation, etc., d'assurance. Et il faut que la pièce soit surélevée de manière à ce que tous les gamins qui courent dans les musées ne se... Oui, non, mais ça, je sais. Donc ça, c'est une question qui se pose à nous tous. Mais est-ce qu'elle est aussi importante que ça ou pas si elle ne met pas en péril le sens même de l'œuvre? La question, elle est là. C'est à quel moment c'est acceptable ou pas. De toute manière, comme on est tous en train de crever, ils vont bien faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, sans notre avis. Tant qu'on est vivant, moi, je sais que je suis assez exigeant. Mais c'est une question auquel on ne pourra pas ni répondre ni échapper. Et c'est justement cette question de l'économie. Alors, tu as raison, tu as très bien dit les choses, mais Michel Polfer a dit aussi les choses. Nous sommes un musée. Et le musée a une fonction sociale qui est celle de constituer un patrimoine et d'enregistrer des témoignages. Ce que fait un musée avec l'art contemporain, c'est de l'enregistrement. C'est une archéologie du présent. C'est curieusement quelque chose d'absolument étonnant par rapport à la notion de temps. Alors là, je ne veux pas commenter, mais je vous renvoie à un livre sur Robert Smithson. Vous savez, c'est cet artiste de Love Work. Et par exemple, à Paysac, dans le New Jersey, il a fait un travail d'archéologie. Ça n'est pas de l'archéologie industrielle qu'il fait. C'est de l'archéologie qui essaye de développer une notion du temps qui se renvoie comme en ping-pong ou en ricochet du passé vers le futur. Et la grande question alors qui se passe à ce moment-là, c'est le présent. Et donc, les musées, nous embaumons le présent, puisque les musées sont des lieux
des lieux d'embaulement, comme vous l'avez assez dit, vous, à la suite de... Ah oui, ça s'est dit dès la constitution du premier musée public en France. Hein. Lisez les débats à la Convention nationale sur la transformation des collections royales en musée. Il y a des critiques qui, dès le départ, disent un musée est un endroit horrible où on tue les objets en les sortant de leur contexte et en les sacralisant. Et ils perdent toute leur vie et leur âme. C'est des ramassis de trucs immondes, morts. Et donc, il ne faudrait seulement pas faire ça. La seule chose à ne pas faire aux objets, c'est de les muséaliser. Ça a été, ce débat, vous le signalez très bien, a été dès la décision de la Convention de créer des musées. Qu'est-ce que c'est qu'un musée? Ça n'est pas une pinacothèque, ça n'est pas une collection privée, c'est destiné à instruire la nation et à lui fournir des exemples et des modèles du passé pour non pas les répéter, mais les transcender dans l'idéologie qui venait de s'installer. C'était déjà le réalisme socialiste. J'ai une petite question encore pour vous, Monsieur Delat. Est-ce que vous continuez à travailler avec des artistes du mouvement actuellement? Attendez. Est-ce que vous en voyez encore? Vous avez encore des relations avec? Est-ce Ah qu'ils oui, influencent encore votre travail ceux qui sont encore vivants, oui. On vient malheureusement de perdre encore un ami, et André Pierre Arnal, qui est mort il y a 3 jours, le 7. Oui, ça commence à faire beaucoup. Et on se voit peu, sauf moi je vois assez souvent, oui, relativement souvent Claude Viala, je vois Louis Kahn. Au travers des expositions de la galerie, ça fait un moment que je n'ai pas vu Daniel Dezeuze, mais je vais voir les expositions de mes amis et confrères, je suppose. Mais on ne travaille pas ensemble. Mais je pense qu'on travaille ensemble quand on voit nos travaux. Moi, j'ai vu les travaux de Dezeuze chez Daniel Templon. Je viens de voir encore des peintures de Claude Viala où je lis ce qu'il raconte, puisque je l'ai même là dans ma poche. Parce que je pensais que c'était bien de ne pas parler que de moi, mais même de parler de mon ancien prof. Mais parce qu'il dit des choses à un moment donné, il dit cela... il fallait prendre la peinture autrement, c'est ce que nous avons essayé de faire. Cela signifiait prendre les mêmes choses et en changer les règles. Nous en avons changé qu'une. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Au lieu d'encoller, d'enduire et de représenter, on déconstruit le tableau et on présente. Et cette question de « on présente », c'est la question que vous posez, c'est trop, c'est mis dans un état qui, en effet, fait problème. Mais, par exemple, moi, toutes les questions, j'ai toujours été, comme je l'ai eu comme professeur et comme je l'ai comme ami, et que je l'ai comme concurrent, parce que Viala, quand on expose avec Viala, c'est un chien des Baskerville. C'est pas un gentil, Claude. Faut faire attention. Si tu as ton marteau et tes clous, il faut mettre les clous dans la bouche, le marteau dans la poche, et même un deuxième marteau au cas où. Parce que si tu le laisses faire, quand tu as fini, quand tu arrives, et je vous parle d'expérience. D'ailleurs, et j'adore Claude, il le sait, pas de problème. Mais il ne faut pas le laisser faire. Parce qu'ici, vous arrivez avec l'avion à une demi-heure de retard, too late, c'est fini pour vous. Il y a des Viala partout. Peut-être, s'il n'a pas eu le temps ou qu'il s'est tapé sur un doigt, il vous reste un morceau de mur et vous pouvez peut-être mettre un tableau. Mais bon, voilà. Ceci dit, voilà. Mais par contre, quand je vois une expo comme à Nîmes, celle qu'il a réalisée à Nîmes, ça m'a donné envie de peindre. Et ça, il n'y a que quelques peintres qui peuvent faire ça. J'ai vu l'expo, ça m'a boosté pour peindre. Comme là, j'ai vu Franck Stella à Paneret, et bien franchement, ça m'a donné envie de peindre. De peindre tel que j'entends, moi, la peinture, c'est-à-dire une peinture qui ne fait que constamment poser la question de la peinture.
Et j'apporte la réponse du jour, là où je suis aujourd'hui et là où je peux être seulement aujourd'hui, avec souvent cette espèce de déception du lendemain qui fait que ça vous repousse à continuer parce qu'on est peut-être dans l'idée qu'on va pouvoir faire mieux dans le sens de porter plus de sens, c'est-à-dire de porter à l'autre, c'est-à-dire à celui qui regardera quand on ne sera plus là. Parce qu'en fait, faire de la peinture, c'est pas peindre pour aujourd'hui, c'est peindre pour demain. C'est ça l'intérêt de la peinture. Sans ça, ça n'aurait pas d'intérêt. Ceux qui font ça, c'est les mauvais peintres, c'est-à-dire tous ceux qu'on voit souvent le plus, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs. Parce que pour peindre, il faut peindre pour demain. Peindre pour demain, ça veut dire que ce que vous faites aujourd'hui, vous y mettez cette petite chose compliquée qui fait que ça devient presque invisible. Et pour que ce soit visible, il va falloir qu'il y ait des médiateurs. Des médiateurs, c'est Bernard Cesson, c'est la galerie, c'est le collectionneur, etc. Un peu plus averti, un peu plus attentif, etc., qui va permettre que cette œuvre, elle entre dans un musée, puisque c'est là où l'œil va pouvoir s'exercer et l'intelligence s'appliquer. Et c'est ça qui est formidable. Moi, quand je vais à Venise, avant d'aller voir la Biennale et les saloperies d'aujourd'hui, je vais voir les cochonneries d'hier. C'est-à-dire que je vais voir Titien, Velázquez, le Tintoret, essentiellement. Donc, au Tiepolo, ou je sais. Et je vais voir ça d'abord parce que ça me fait peindre. Et après, je vais voir mes confrères vivants en me disant, oh là, ils ne sont pas moins bons que moi. Je vais les enterrer. Et voilà, parce que c'est quand même ça aussi. Moi, je peins aussi pour enterrer un tas de gens qui sont ici avec moi. Et, non, mais c'est normal. Si vous voyez Matisse, Picasso, ils ont passé leur temps à essayer d'un d'enterrer l'autre. Les questions Van Gogh, Gauguin, c'est un peu du même ordre. Et ça a toujours été ça. Et le trio Picabia, Mandré, Duchamp, ça a fait une force, par exemple. Donc, l'art, c'est ça. C'est aussi peindre pour demain. Ouais, voilà. Donc, on est toujours un peu dans la bagarre. Et c'est pour ça que j'amène Viala dans ma poche, pour pas lui... Je vais rebondir justement sur ce que vous venez de dire. Madame Feyereisen, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette vision quelque peu concurrentielle, en quelque sorte, dans la création artistique ? Moi, je trouve que la polémique est toujours intéressante quand c'est pas dans le réel, mais dans l'art. Ou la guerre, ou la pseudo-guerre, ou la guerre. Non, mais c'est de la guerre des idées, hein. C'est jamais... c'est justement cette guerre des idées qui va peut-être éviter qu'on se fasse la guerre à coups de fusil. Ben oui, voilà, si l'art servait un peu à ça, ce serait déjà formidable. Si ça évitait quelques meurtres. Ah oui. Ah, pardon. Je vais quand même pas répéter la même chose, encore une fois. Eh bien, très bien. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à rajouter. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, là, je suis en face de cette présentation pseudo-impossible, mais je trouve que c'est peut-être adapté au public d'aujourd'hui, d'avoir un regard didactique par rapport au public et de lui dire « attention ». C'est fragile. Essayez de voir comment vous considérez votre voisin. Essayez de le respecter, comment le faire, et jusqu'à arriver au moment où on n'a plus besoin ni de socle, ni de grillage, de choses autour. C'est-à-dire que la société n'est pas prête. Pour regarder autour d'elle, ils sont tous trop nombrilistes, hypocrites, jaloux, peut-être un peu bêtes aussi, et ils ne voient pas les choses fragiles, ils voient que les gros trucs, et le reste, ils ne les voient plus.
c'est lamentable, mais je trouve que cette approche-là, elle est esthétiquement pas très intéressante, mais nécessaire. Aujourd'hui. Je peux peut-être dire que normalement, il n'y a pas ces protections, il y a juste le socle. On l'a mis aujourd'hui parce qu'on est en train de filmer, parce qu'il y a beaucoup de circulation, de manutention des appareils. Donc, vous revenez demain et ça a disparu. Hein. Mais il est vrai aussi que depuis qu'on a ouvert l'exposition, il y a déjà eu deux fois que des visiteurs ont marché sur le sol mur, normalement en prenant un selfie et en reculant. C'est vrai que de plus en plus, le public ne fait pas très attention à ce qu'il fait dans un musée. Il faudrait éduquer le public pour qu'il soit digne, pour qu'il mérite de venir au musée. C'est pas ça. Non, mais le public, il est le public, il est à sa place. Et dans un lieu clos où on fait entrer un grand nombre de gens, il est évident qu'on va être obligé de prendre des mesures qui sont contraignantes, qui sont peut-être ennuyeuses par rapport à l'œuvre et par rapport au sens, mais où il y a une nécessité. Sans ça, il faut devenir élitiste, c'est-à-dire faire entrer les gens par 10 en les informant d'une manière extrêmement précise. Moi, je le vois dans toutes les expositions. C'est vrai qu'on a tous ce problème. Alors, par contre, on a même des fois le grand public n'est pas forcément aussi sauvage qu'on le dit. C'est les conditions dans lesquelles on les met qui font que des accidents arrivent. Parce que moi, par exemple, quand j'ai fait la Nuit Blanche à Paris en 2009, il est passé, mais c'est plus de 100 000 personnes. J'avais des parapluies qui étaient là, rouges, qui descendaient la pente, comme si, en effet, la gauche avait abandonné la partie et que les parapluies rouges avaient été laissés là, etc. Et j'avais demandé à 5 jeunes gens des banlieues de se promener avec des ghetto-blasters sur l'épaule, à fond, j'avais enregistré tous les chants révolutionnaires du monde. Et alors ces 5, il y avait 3 garçons et 2 filles qui se baladaient dans les jardins comme ça, dans le parc, avec les chants révolutionnaires du monde entier. Et je m'étais dit, mais les gens vont tout casser, vont voler les parapluies, vont tout détruire. Et puis il y avait 5000 cercles dessous de gâteaux en or qui étaient jetés comme ça dans la... Écoutez, rien n'a été détruit, rien. Mais l'ensemble était poétique. Ça s'appelait 1789-2009. Et c'était sur l'idée de la Révolution, l'idée populaire. Il y avait des lampions colorés, il y avait de la lumière, il y avait... La grotte était rouge, etc. Et les gens ont été très respectueux. Et je vous dis, c'était moi, je me prenais pour Johnny Hallyday. Il dépassait, au but de Chaumont, il dépassait 100 000 personnes. On n'arrivait pas à entrer, on n'arrivait pas à sortir. C'était hallucinant. Eh bien, les gens ont été très respectueux. Ce qui veut dire que c'est possible, mais après, les conditions actuelles de nombre de gens dans les musées et les enfants des classes, c'est un grand problème. C'est un grand problème parce que on n'a pas, les professeurs, j'ai enseigné, n'ont pas assez le temps de les former, de les éduquer doucement à pouvoir se déplacer dans des lieux clos avec des œuvres très fragiles. Voilà. Donc, mais je ne crois pas que c'est... On peut avoir un autre biais. Moi, je suis comme Michel peut le faire. Le Louis Kahn de Saint-Étienne, il a été abondamment piétiné par le public. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la pièce de Louis Kahn. Je ne vais pas vous faire un commentaire de ce tableau, qui est une œuvre absolument saisissante et qu'il faut relier à
celui qui a expliqué sans le vouloir cette toile de Louis Kahn, parce qu'il s'est concentré davantage sur l'art minimal américain, c'est Georges Didier Huberman. Si vous prenez les grandes boîtes de Donald Judd, si vous les regardez, ce qui les esthétise, c'est qu'à l'intérieur, il y a un pan coloré en diagonale. Et évidemment, Donald Judd a changé et la couleur et l'inclinaison. Parce qu'il faut bien, produire 5 ou 6 pièces, c'est des pièces assez grandes, pour avoir un marché. Les Américains sont très sensibles à ça, à cette idée de la série, et ils font ce qu'ils doivent faire pour que celui qui a été appâté une fois puisse recommencer à être appâté par une autre série. Frank Stella a une maîtrise totale de cette systématique. Mais Louis Kahn, si vous regardez bien, ces artistes, tous ces artistes, y compris mon ami à côté de moi, y compris Noël, ce sont des gens qui inventent un système, qui inventent un monde et qui veulent laïciser la religion. Et la religion ne se laisse pas laïciser, elle revient. Et dans la pièce de Louis Kahn, la partie qui vient en avant, c'est comme si la dalle qui ferme le tombeau du Christ était à terre. C'est pas moi qui invente ça, hein, c'est pas une élucubration totale. Il y a de grands historiens de l'art qui disent ça, dont Georges Didier Huberman, et ce n'est pas rien. Et je me souviens, chez un collectionneur qui a une pièce de Louis Kahn, il avait installé devant la partie qui est au sol, de part et d'autre, deux figures assises de John D'Andrea. Intéressant. C'était là, comme ces deux figures, comme les saintes femmes qui viennent, et le Christ n'est plus là. Je fais un saut vers Roscoe. Roscoe, ce qui n'intéresse pas les gens de Support Surface, parce que ce que dit Roscoe, même s'ils aiment sa peinture, c'est pas mal la peinture de Roscoe. Il y a pire, hein? Il y a pire. On est d'accord. Il est un peu émotionnel, hein? C'est quelqu'un qui pleure. Et justement, il pleure. Il le dit dans une phrase célèbre, il dit du spectateur, « Je veux qu'il pleure devant mon œuvre, qu'il entre dedans, et qu'il pleure comme j'ai pleuré quand je l'ai peinte. » Ce que dit Louis Kahn, mais c'est virtuel. Vous pouvez passer la porte, vous pouvez entrer. Et vous pouvez ressortir aussi, mais vous pouvez rentrer. Cette idée du passage vers l'au-delà, de la porte que nous tous, nous allons franchir vers une destination que nous ne connaissons pas. Et donc, Louis Kahn, qui a été maoïste, comme personne n'a jamais été maoïste, je crois que Mao était moins maoïste que Louis Kahn, mais après, comme nous disions à l'époque... Tous les bourgeois. Oui, mais là, je te laisse la responsabilité de ta critique de la bourgeoisie française. C'était juste de Louis Kahn et de l'époque. Oui, mais c'était aberrant, et pourtant c'est d'une importance considérable dans l'histoire de la pensée. Et, là, tu m'as fait perdre le fil, mais enfin, c'est cette idée-là, Louis Kahn, dans les années 70, se rend compte
après le voyage célèbre, il n'est pas célèbre, mais en France il est célèbre, c'est Roland Barthes, Solers, Julia Kristeva, Marcelin Plénet. Ils vont aux États-Unis. Non, mais ils sont allés chez Mao. Ils sont allés chez Mao, puis ils ont vite compris que c'était nul. Donc quand ils sont rentrés, Barthes a tout de suite vite passé à autre chose. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand Barthes revient, il va très vite publier son discours amoureux, un texte fondamental de la pensée de Barthes, qui a dit des choses, Barthes, mais ça n'est pas possible. Solers aussi, tous. Et Louis Kahn, il change, il se retourne vers le religieux. Non plus pour religiosiser la laïcité ou laïciser la religion, mais pour faire quelque chose qui est comme une sorte d'avatar du religieux. Et je me souviens d'une conversation avec des amis, c'était l'époque où il y avait un philosophe français pas très bon, qui parlait aussi du retour au religieux, et la plaisanterie, c'était de dire à l'époque, ils ne vont pas aller à Pékin, ils vont aller à Solesmes, au monastère de Solesmes, chanter Matine. Donc, cette pièce, le visiteur ressent inconsciemment cet appel à passer par un chemin qui le conduit vers l'au-delà. Merci beaucoup, M. Cesson. Eh bien, je pense que nous arrivons au bout de cette table ronde, à part si vous voulez peut-être l'un ou l'autre ajouter des éléments. En tout cas, donc oui, je vais faire rapidement un point. Donc on a revu les aspects économiques qui sous-tendent le mouvement. Également, on a pas mal parlé des aspects philosophiques. On a vu quelques anecdotes avec M. Cesson, M. Delat, avec les artistes du mouvement. On a également parlé de la création de cette exposition et des prémices de cette création. Et on a également eu l'avis de Madame Feierheisen. Donc voilà, on tient à vous remercier pour avoir tous été présents également. On vous remercie tous. Quelque chose, tout simplement, c'est remercier le MNH. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, vraiment. Et tout le personnel du musée, qui avait fait un travail qui est capital. Vraiment, pour nous, c'est très très important. Vraiment, moi, je suis content que ce soit Bernard qui l'ait énoncé en premier, mais j'allais le faire sans ça. Et c'est vrai que c'est très très important pour nous, en France, en Europe, et parce que c'est comme tous les maillons d'une chaîne, c'est un maillon essentiel qui se rajoute à d'autres. Et on n'en a pas beaucoup pour l'instant, mais il va y en avoir énormément, parce que ce qu'on a mis en place, c'était des questions essentielles. Je veux dire que c'est des questions. Vous savez, il faut imaginer ce que ça voulait dire, par exemple, bon, pour moi qui étais peintre en bâtiment le matin et artiste l'après-midi, quand je prétendais faire de la peinture et que je montais un étendoir avec des mouchoirs ou un étendoir avec des serpillères. Je veux dire qu'il faut voir, en 1967, quand j'avais 22 ans, et je disais, c'est de la peinture au même titre que Cézanne ou que Van Gogh. Et c'est pour ça que je déteste, là j'avais répondu à cette personne qui a écrit sur Viala, elle le traite de plasticien. Et je lui dis il faut dire peintre, parce que plasticien, ça réfère à peu près à tout et à n'importe quoi, alors que peintre, ça réfère à depuis Lascaux au minimum, en passant par Altamira et puis les Hésier et autres, jusqu'à Titien, Matisse, etc. Peintre, c'est ça. Moi, je suis peintre comme ces gens-là. Et c'est à partir de ce regard sur la peinture, dans le temps,
cette peinture occidentale, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser la peinture chinoise, par exemple. Mais pour nous, occidentaux, penser la peinture, c'est penser à partir de la peinture des autres, et on doit nous appeler peintres, et rien d'autre. Voilà. Merci. Ben écoutez, au nom du musée, je tiens quand même à vous remercier tous les trois d'avoir accepté notre invitation, d'être venus spécialement de France, encore une fois pour cette occasion. Madame Feiereisen aussi, pour avoir accepté de se joindre à la discussion, et au public, bien entendu, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir écouté nos auditeurs. Merci beaucoup et excellente soirée à toutes et à tous. Merci.